Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour est membre de la diaspora centrafricaine à Paris. Il nous vient de la société civile. Bissafi Balengele, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Parizeau. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quand nous prenions rendez-vous pour cet entretien, vous me faisiez part de votre désarroi de voir votre pays, la Centrafrique, basculer à nouveau dans ce que nous appelons la violence permanente. Que se passe-t-il à nouveau chez vous? Au fait, ce qui se passe à nouveau, c'est qu'il y a eu, comment dirais-je, des événements au sein du quartier du kilomètre 5 en République centrafricaine. Oui. Moi, je suis très content de l'action des forces onusiennes soutenues par nos éléments de l'armée régulière et avec les forces spéciales russes, qui ont voulu intervenir pour arrêter ce cycle de la violence qui a été lancé par un certain Nimeri Matar, qui est connu plus souvent sous le nom de force au sein du kilomètre 5. Donc, la force a été employée pour pouvoir mettre un terme à ce cycle de violence perpétuelle. Nos téléspectateurs ne connaissent pas bien le contexte centrafricain. Nous parlons de Bangui. Et il y a un quartier qui s'appelle le kilomètre 5. C'est un quartier, quand vous arrivez à Bangui, c'est un quartier qui est constitué à majorité de musulmans. Et il y a des magasins, et le commerce dans ce quartier-là. Et l'État centrafricain, depuis quelque temps, était en train de dire attention parce que nos compatriotes qui habitent dans ce quartier, dans ces quartiers, sont pris en otage par un petit groupe d'hommes armés qui disent assurer officiellement leur sécurité, mais qui les raquettent. Et l'État a dit, ça suffit. Il faudrait que ça s'arrête. C'est normal, parce que vous voyez, au-delà de la prise d'opposition du gouvernement actuel et du président de la République, il y a ce qu'on appelle la République. Il faudrait que la République soit restaurée. Il faut que la République prenne sa place pour que chaque acteur de la vie politique de la République centrafricaine puisse avoir un terrain dans lequel il pourrait exprimer ses idées. Et donc ces idées ne peuvent pas s'exprimer par le biais d'armes ou d'autres actes de violence que ce soit. C'est pour cela, suite à plusieurs demandes de la part de ressortissants du kilomètre 5, il y a eu l'intervention de la part de la MINUSCA et des forces armées régulières. C'est ça qu'on n'a pas suffisamment expliqué, c'est que en fait, ce sont les habitants qui sont au kilomètre 5 eux-mêmes qui ont fait appel, qui ont appelé au secours finalement l'État pour dire venez nous délivrer de la raquette dont nous sommes victimes. Absolument, parce que on ne peut pas reprendre une vie de commerce normale en se faisant racketter. C'est pas normal. On ne va pas travailler pour payer quelqu'un qui s'est substitué à l'autorité de l'État. Parce que ces hommes armés, est-ce qu'ils sont policiers? Est-ce qu'ils sont mandatés par l'État pour pouvoir garantir la sécurité des ressortissants du kilomètre 5? Non. Alors, à un moment, il va falloir, lorsqu'on est dans le processus de paix que le gouvernement est en train de suivre, et surtout tout le peuple centrafricain est en train de suivre, il est important de pouvoir suivre une ligne de conduite. Cette ligne de conduite, c'est de pouvoir savoir où est-ce que, en tant que citoyen, n'est-ce pas, notre action doit s'arrêter pour que la République puisse reprendre le relais. Vous parlez de ce monsieur, rappelez-nous son nom. Nous, on le connaît sous le nom de Force. Son nom, c'est Nimeri Matar. Alors, monsieur Matar est dans ce quartier-là. Vous savez ce qu'il dit. Il a accordé plusieurs interviews aux médias internationaux. Nous aussi, ce qui est dommage, je rappelle. Pourquoi? Parce qu'il a le droit de parler. Oui, je ne dis pas le contraire. Ce qui se passe, c'est que, voyez-vous, lorsqu'on a des gens qui prennent en otage des innocents, dans d'autres contextes, on appelle ça des terroristes. Et ce que je trouve regrettable, c'est de pouvoir donner la parole aux terroristes. Parce qu'aujourd'hui, un terroriste, c'est quelqu'un... Ah, vous le considérez carrément comme un terroriste? Pour moi, c'est un terroriste. Parce que quand vous rackettez les gens, vous leur impliquez une certaine terreur, parce que s'ils ne vous donnent pas
ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous leur réservez? Mais ce n'est pas ce que lui dit. Et ce n'est pas ceux qu'il protège disent. Il dit protéger la communauté musulmane, parce que replaçons les choses dans leur contexte. Il dit protéger la communauté musulmane du PK5. Non, mais vous savez, quand on parle de protéger la communauté musulmane du PK5, moi, je ne vais pas dire protéger la communauté musulmane du PK5. Moi, ce que je dis, c'est protéger les ressortissants centrafricains du PK5. Parce que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien ou que vous soyez animiste, vous êtes centrafricain avant tout. Et à qui revient le droit et l'autorité de protéger ses ressortissants? C'est la République qui doit le faire. Et à ce moment-là, comme dans tous les pays, il peut y avoir des défaillances. Mais est-ce que, lorsqu'il y a des défaillances dans une république qui est instaurée, réinstaurée, est-ce que c'est aux citoyens de pouvoir se substituer à la République? Non. Et c'est là où je trouve regrettable. Parce que lorsque quelqu'un se substitue à l'autorité de l'État et se met à racketter des gens en leur disant... Parce que s'il le faisait de bon cœur en tant que bon samaritain, pourquoi est-ce qu'il leur demanderait de payer? Pourquoi est-ce qu'il leur demande, pourquoi est-ce qu'il imposerait un impôt s'il le fait en tant que citoyen centrafricain? Ben, pour moi, à partir du moment où vous pressez les gens et que vous leur mettez et que vous leur garantissez une sécurité en les forçant à vous payer, pour moi, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Et du coup, vous applaudissez en disant l'initiative conjointe des forces armées centrafricaines d'un côté et de la MINUSCA de l'autre était une bonne chose, même si cela a entraîné plus d'une dizaine de morts. Ce qui est regrettable, c'est qu'il y ait des vies. Même aujourd'hui où je suis en train de vous parler, il y a des vies qui sont en danger. Et ce qui est regrettable dans cet affrontement qu'il y a eu au Camp 5, c'est qu'il y a eu des pertes humaines, comme vous le dites. Mais ces pertes humaines-là, lorsqu'on essaie de recadrer les choses et de replacer les choses dans leur contexte en essayant de relever les responsabilités de chacun, il faut savoir que M. Nimeri Matar et sa bande ont utilisé des personnes pour se couvrir en bouclier. C'est pour cela qu'il y a eu des pertes humaines. Mais si M. Matar s'était livré à la justice ou avait de lui-même, dans le cadre du processus de paix, laissé tomber les armes et laissé l'autorité de l'État, de la République s'instaurer, on ne serait pas là. On ne serait pas là. Du coup, il y a des mouvements de troupes dans le Nord. À Kaga-Bandoro, par exemple, on annonce désormais que les ex-Séléka qui, pendant longtemps, se sont fait la guerre pour contrôler ces régions-là, sont en train de se remettre ensemble pour venir jusqu'à Bangui défendre vos compatriotes qui sont musulmans. C'est reparti pour un tour. Bon. Vous savez, quand vous parlez de contrôle, ils voulaient contrôler quoi? Ils voulaient contrôler... Qu'est-ce qu'il y a à contrôler dans ces régions? Les personnes, l'autorité politique, l'autorité de l'État, les ressources minières. Pourquoi? Pour en faire quoi? Quel est le programme? Vous parlez de Séléka, c'est bien de rebondir sur ce mot-là, parce que ça veut dire alliance. Ils se sont alliés, bien entendu, pour pouvoir faire partir un dictateur. Bozizé. Bozizé. Mais rappelons-le, je ne suis pas pro-Bozizé, mais rappelons-le, Bozizé a été élu. Voilà, il y a eu le coup d'État, mais après il a été élu. Son mandat ne s'est pas terminé et il a été chassé par un putsch. Donc on voit là qu'on a tordu le cou à la démocratie. On est d'accord là-dessus. Maintenant, ceci étant, Bozizé est parti. Quelles sont leurs revendications? Parce que, entre guillemets, c'était parce que Bozizé était là et qu'il faisait souffrir la population musulmane. Très bien. Mais maintenant que Bozizé est parti, quel était le chronogramme? Je vous rappelle que lorsque la Séléka est entrée en République centrafricaine, et surtout quand ils sont arrivés à Bangui, ils ont été applaudis. Ce n'est qu'après que les choses ont commencé à changer. Donc, qui se regroupe à Kaga-Bandoro? Pour moi, c'est des rumeurs parce que ça a accouché d'une souris. Quelles sont les revendications réelles? Vous ne croyez pas que les ex-Séléka soient en capacité de revenir à Bangui, remettre le couvert et chasser, par exemple, le président Touadéra du pouvoir? Mais même s'ils étaient en capacité, le peuple centrafricain ne les laisserait pas faire.
Vous pensez que le peuple centrafricain, après tout ce qu'il a traversé depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui, va se dire, bon, bah, c'est pas grave, on va repartir, on va remettre le cycle de la terreur en place? Non. Je pense que n'importe quel être humain ne serait pas d'accord de repartir dans un cycle de violence, sachant qu'on est en train d'en sortir. Voilà. Et qu'ils se regroupent à Kaka-Bandoro, avant même d'arriver à Bangui, ils vont se faire arrêter par le peuple, tout simplement, parce qu'ils ne défendent rien. Et c'est là où c'est quand même extraordinaire. Je ne pense pas qu'il soit capable de parce que c'est pas une armée de professionnels. Donc je ne pense pas qu'il soit. Pourtant, elle a été capable de renverser un président. Hein. Oui, je n'ai pas dit le contraire. Et mettre en déroute les forces armées sud-africaines, les forces armées. Non, ils n'ont pas mis en déroute les forces armées sud-africaines. Il y a une chose, c'est que là vous pointez quelque chose de très sérieux. C'est pas une armée de professionnels, mais ils ont des armes de professionnels. Donc la question qui se pose, c'est que comment ces personnes ont pu avoir des armes de professionnels pour pouvoir mettre en déroute les armées dont vous parlez. Donc il y a la question de l'approvisionnement en armes et en munitions qui se pose. Comment des personnes qui ne sont pas un État, n'est-ce pas, qui ne représentent aucun État, ont pu avoir des armes, parce que le Soudan, le Tchad ou le Zaïre, le Cameroun ou le Congo. Vous dites le Zaïre exprès ou... C'est un clin d'œil à mes amis, du Congo démocratique. Mais comment est-ce que dans ces pays-là, il n'existe pas de manufacture d'armes et que des personnes arrivent à avoir des armes qui viennent d'ailleurs pour pouvoir mettre en déroute des armées régulières? Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une question qu'on se pose tous et à laquelle on n'a jamais eu les réponses. Non, mais des réponses vont venir. Soyons patients. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils puissent mettre en déroute la MINUSCA, les forces armées centrafricaines qui sont fin prêtes, même si elles ne sont pas en nombre exagéré, mais elles ont été bien entraînées par la MINUSCA. Vous savez que la MINUSCA n'a pas un mandat pour ça. Et non, mais la MINUSCA est une force d'interposition. Donc quand les Séléka vont vouloir rentrer et qui sont dans des villages interposés et qu'on leur tire dessus, ils seront obligés de répondre. Parce qu'ils sont une force d'interposition. Mais quand ils se font attaquer, ils ont le droit de se défendre. Non pas de combattre, mais ils ont le droit de se défendre. Après, je ne pense pas qu'avec avec la présence d'autres forces sur place, telles que les forces spéciales russes. Voilà. Je ne pense pas que ils vont faire avec le recul, quand on voit tout ce qui se passe, est-ce que vous ne vous dites pas, finalement, la France est partie peut-être trop tôt, finalement, on a organisé trop tôt les élections, et aujourd'hui, votre pays est dans une situation où elle est presque en train de vivre une partition de fait. Bangui et quelques petites villes autour, et puis de l'autre côté, les ex-Séléka qui dirigent le pays. Non, je vais vous dire, une partition de fait, pour moi, ça reste des mots, parce que vous voyez, le centrafricain qui se trouve à Berberati, ou le centrafricain qui se trouve à Bria, ou à Obo, ou au sud, avec la frontière RD Congo et Congo-Brazzaville, ne se sent pas appartenir à un autre État. Voilà. Donc cette partition, pour moi, c'est une vue de l'esprit. C'est dans la tête de nous, les médias à l'étranger. C'est ce que vous êtes en train de me dire là, non? Vous, les médias, vous ne faites que remonter une information qui vous vient. Et donc, c'est normal. Il y a des moments où vous pouvez faire le tri, et il y a des moments, malheureusement, où vous ne pouvez pas faire le tri. Nous sommes tous des êtres humains, nous ne sommes pas exempts d'erreurs. Ce qui se passe, c'est que je dis, cette partition, c'est une vue de l'esprit pour ceux qui y croient. La Centrafrique est riche d'un peuple qui est de diverses cultures. Et donc, aller sur le plan de la partition, c'est pour moi... Vous n'y croyez pas, Je n'y crois pas, et de toute façon, ce n'est pas possible. Si la Séléka veut parler, veut discuter, il faut qu'elle se rende compte qu'on ne construit pas des routes, on ne construit pas des hôpitaux, on ne garantit pas l'avenir d'un pays avec des armes. Alors, à partir du moment où vous ne voulez pas que la République soit réinstaurée, parce que lorsque la République est réinstaurée, n'est-ce pas, des gouvernements peuvent se suivre. Et pour que des gouvernements puissent se suivre, il faut qu'il y ait ce terrain qui est la République dans lequel tout le monde va se reconnaître. Et une fois que ce terrain est défini, nous pouvons
exprimer nos divergences politiques. Mais on ne peut pas exprimer les divergences politiques avec des armes à chaque fois, avec le cycle de la violence, en disant, bah, écoutez, si je ne suis pas d'accord avec le président de la République, eh ben, je prends mes armes et je descends. Vous dites, il faut un peu plus de stabilité désormais pour la Centrafrique pour envisager autre chose que les conflits armés à répétition. On arrive malheureusement au terme de cet entretien. Juste une dernière question, c'est la question générale que tout le monde se pose, même dans les chaumières, c'est face à toutes ces menaces à répétition, à cette instabilité, insécurité, d'où peut venir la solution? Et on conclura là-dessus. La solution ne pourra venir que des Centrafricains. Quand Rome était en péril, parce que la République était en péril, tous les Romains ont fait de telle sorte que la République puisse être restaurée. Et aujourd'hui, nous sommes comme les Romains des siècles avant nous, il faudrait que la République soit restaurée. Et lorsque la République sera restaurée, la solution émergera de cette République restaurée. Plus de violence, plus d'armes, on va commencer à réfléchir à notre avenir, à ceux de nos enfants et à l'avenir de notre pays. C'est possible ça? C'est possible. Bissafi Balengele, merci infiniment. Membre de la société civile et de la diaspora centrafricaine à Paris, merci d'être venu dans l'entretien du jour partager avec nous votre espoir d'un lendemain meilleur pour la Centrafrique, votre pays natal. Il y en aura. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.